Voulez-vous savoir quel est le lien entre Poutine et le trafic international de drogue, le licenciement de bureaucrates à Washington et la mort de l'ayatollah Khomeini, l'immigration illégale aux États-Unis et la guerre en Ukraine? Vous voulez savoir? Alors prenez des graines de tournesol ou du pop-corn selon ce que vous préférez, un verre de vin rouge ou, si vous avez de la chance, un vrai cigare cubain roulé sur les cuisses de femmes cubaines en sueur. Et retenez votre souffle. Des surprises bonnes et des révélations vous attendent. Prêt? Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche le 20 janvier 2025 et sa première année de second mandat a été marquée par des réformes intenses dans les domaines de l'immigration, de l'économie, de la politique étrangère et de l'énergie. Selon des sources officielles et des analyses, l'administration Trump s'est concentrée sur la réalisation de ses promesses électorales, ce qui est en soi surprenant, telles que le renforcement des frontières, la stimulation de la croissance économique et la restructuration de l'appareil fédéral. Voici les principales réalisations basées sur les rapports de 2025 Immigration et sécurité des frontières. Une migration nette négative a été atteinte. Qu'est-ce que cela signifie ? Oui, pour la première fois, je crois, en 50 ou 100 ans. Cela signifie que plus de personnes ont quitté les États-Unis qu'il n'en est arrivé illégalement. On a enregistré la baisse la plus significative du taux d'homicide depuis le début des observations. Autrement dit, pendant toute la période où les statistiques sont tenues, jamais auparavant cela n'était arrivé. Il n'y a jamais eu un taux d'homicide aussi bas. L'objectif d'expulser 1 million de migrants illégaux a été atteint en un an. 8 cartels de la drogue ont été désignés comme organisations terroristes étrangères, ce qui a renforcé la lutte contre le trafic de fentanyl et accru la sécurité dans l'hémisphère occidental. On me demande, et alors, il a désigné ces cartels de la drogue comme organisations terroristes étrangères. Qu'est-ce que ça change ? La désignation des cartels de la drogue comme organisations terroristes étrangères permet de bloquer tous leurs actifs, les biens de ces organisations, aussi bien aux États-Unis que sous le contrôle de personnes américaines. Et cela prive les cartels des ressources financières nécessaires à leurs opérations, y compris l'achat d'armes, la corruption, un point important, et le trafic de drogue. En conséquence, leur capacité à financer la violence et à s'étendre diminue. Mais le plus important, la désignation de 8 narcocartels comme organisations terroristes étrangères a permis de créer le bouclier des Amériques. C'est une nouvelle coalition régionale pour la sécurité. Cette initiative proposée par Trump au début de UX 1026 réunit les États-Unis et les dirigeants des pays d'Amérique latine et des Caraïbes pour lutter ensemble contre les cartels, le trafic de drogue, la criminalité transnationale et les menaces associées. Qu'en pensez-vous ? Comment cela va-t-il se passer ? Est-ce un blanc-seing pour les États-Unis ? Entrer dans n'importe lequel de ces pays avec leurs propres forces et détruire les cartels. Vous pensez que ça plaît aux bandits du Kremlin, qui, comme on le sait, sont impliqués dans le trafic de drogue ? Eh bien, ceux qui sont passés par le port de Saint-Pétersbourg en Russie, achetés à l'époque personnellement par Poutine et Sobtchak, qui ont ouvert les portes du narcotrafic à travers la Russie vers l'Europe. Ils ont ouvert une fenêtre, le premier a ouvert une fenêtre. Et Sobtchak avec Poutine ont ouvert une fenêtre. Seulement Sobtchak et Poutine ont ouvert la fenêtre beaucoup plus grande. Maintenant, dès que quelque chose ne plaît pas au Kremlin, vous apprenez des blogueurs soi-disant anti-Poutine les détails intéressants suivants. Trump est un ennemi de la civilisation. Les amis là-bas sont Girnov et le chauve, comment il s'appelle, Gordon. Trump, horreur, a osé qualifier les cartels de terroristes. Quel ennemi ? Voilà. Et Trump, cet homme, eh bien, au mieux, c'est un idiot, et au pire, c'est un salaud corrompu qui travaille ouvertement pour Poutine et qui est un ennemi de l'Ukraine, un ennemi de l'Europe occidentale, un ennemi de la civilisation. Économie et commerce. Croissance du PIB réel de 4,3% au troisième trimestre 2025. C'est incroyablement élevé. 100% de la croissance nette de l'emploi est revenue aux natifs des États-Unis. Aux citoyens américains, grâce à un strict contrôle de l'immigration. Parce qu'avant, quand on nous disait qu'il y avait beaucoup d'emplois créés et qu'on montrait combien, la moitié comme on dit, était créée dans la bureaucratie, dans l'appareil administratif, qui n'apportait rien, il ne faisait que nous soutirer de l'argent. Et l'autre moitié allait, disons, à des immigrés illégaux, plus chers et plus commodes. Deuxièmement,
des milliers de milliards de dollars ont été attirés par des entreprises comme, disons, Anthropic, là 50 milliards de dollars, et l'infrastructure. Meta, 1 milliard pour le centre de données. Gigi, 55 milliards, TSMC, 100 milliards, et ainsi de suite. La baisse de l'inflation à 2,8%. En glissement annuel, les prix des œufs sont chutés de 50% pendant l'année de gestion de Trump. L'essence est à moins de 3 $ dans 31 États. En raison de la guerre en Iran, le prix de l'essence a augmenté de 15%. Il reviendra à son niveau initial puis probablement baisser après la guerre. L'introduction des tarifs a conduit à une guerre commerciale avec la Chine, mais un accord a été conclu avec Xi, ce qui a partiellement résolu les tensions. Le déficit commercial a diminué de 35%. Pas mal. C'est sur 600 milliards, donc 200 milliards ont été réduits. 345 000 emplois ont été créés dans l'industrie manufacturière. Et il a été mis en place, chose incroyable, le compte Trump, 25 millions d'enfants. Issus de familles pauvres avec des dons. Eh bien, tout a commencé lorsque Michael et Susan Dell ont fait un don de 6, un peu plus de 6 milliards de dollars. Et puis tout un tas d'autres riches aussi. Et l'État va également contribuer, avec l'argent qu'ils reçoivent à la douane grâce aux tarifs. Je pense que cela devrait provoquer une crise chez ceux qui ont traité ou traitent Trump d'idiot et de raté. Une croissance du PIB de plus de 4%, c'est du jamais vu à notre époque. Obama disait que 1,9 ou 2 est le maximum pour la nouvelle réalité. C'est pourquoi Trump est vu comme un imbécile. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il ignorait que 2 était le maximum. Un autre n'y aurait pas pensé, mais lui ne le savait pas car c'est un imbécile. Vous allez sûrement demander, les gens qui disent ça, ils sont beaucoup plus intelligents que lui. On commence à comprendre que tous les espoirs, enfin il y avait beaucoup d'espoirs, mais quand même, peut-être, et si jamais, et tout de même, peut-être qu'on exagère, mais quand même, il s'intéresse à sa réputation, après tout, l'Amérique. Il a compris, Trump ne s'intéresse ni à l'Ukraine, ni à la Russie, ni à l'Amérique, seulement à lui-même. Eh bien, ce Trump, c'est un idiot narcissique. Mais vous avez vu comment le chauve acquiesçait et opinait de la tête? Ça lui plaît que sur sa chaîne, un joueur d'échecs critique l'idiot Trump, politique étrangère. Des accords de paix ont été conclus, mettant fin à plusieurs guerres ou conflits. Thaïlande, Cambodge, Rwanda, Congo, Inde, Pakistan, Arménie, Azerbaïdjan, Égypte, Éthiopie. La politique étrangère a été réorganisée, avec pression sur et par les alliés. Les mesures contre les ennemis ont été renforcées, notamment les tarifs sur les produits chinois, qui ont dépassé 100% à un moment donné, je crois. Les relations commerciales ont été améliorées. Eh bien, je ne sais pas, le Bangladesh nous a acheté du soja pour 1,2 milliard de dollars. Vous auriez jamais imaginé ça. Le Venezuela et Cuba sont deux pays étroitement liés sur les plans historiques, idéologiques et économiques. Mais aujourd'hui, leur destin a radicalement divergé sous l'influence de la politique de Donald Trump. Enfin, je parle de son deuxième mandat. Depuis les années 2000, le Venezuela fournissait du pétrole à Cuba à des prix préférentiels. On parle de 30 à 35 000 barils par jour, et en échange, cela se traduisait par l'envoi de médecins, d'enseignants et de conseillers militaires cubains, soi-disant. Enfin, on comprend bien ce que cela signifie. C'était la base de la survie de l'économie cubaine. Sans le pétrole vénézuélien, l'île connaît des coupures de courant chroniques, une pénurie de carburant et de nourriture, ce qui, naturellement, est le plus important. Le 3 janvier 2026, les États-Unis ont mené une opération militaire. L'opération militaire DELT a capturé le président Nicolás Maduro et son épouse à Caracas. Ils ont été amenés aux États-Unis où ils sont jugés pour narcoterrorisme. Maduro a été renversé. Delcy Rodriguez, ex-vice-présidente, devient présidente par intérim. Les États-Unis lèvent les sanctions pétrolières et autorisent la privatisation. Les entreprises américaines investissent dans la reprise de la production. Désormais, le pétrole vénézuélien ne va plus en Russie ou en Chine, mais aux États-Unis où nous payons plus que les Chinois. Mais en échange, nous contrôlons totalement ce pétrole. Donald Trump appelle cela une libération et un modèle pour la région. Le Venezuela, a-t-il dit, est désormais sous la protection des États-Unis. Du pays le plus puissant du monde, c'est un énorme coup porté à la Chine, un immense avantage pour l'Amérique. Donald Trump a fait cela précisément pour... Je suppose pour que Vladimir Poutine soit heureux. C'est ça? Mais la redoutable bouffonnerie de Donald Trump. Son rôle de Zeus n'impressionne pas encore suffisamment celui à qui il s'adresse, c'est-à-dire Vladimir Poutine. Compris, ça n'impressionne pas. Eh bien, pour l'instant, ça n'impressionne pas. Parlons de Cuba.
La perte du pétrole vénézuélien a provoqué une crise catastrophique. Des coupures de courant de 20 heures par jour, il n'y a pas de carburant, pas de nourriture, plus du tout de tourisme. Trump a immédiatement déclaré « plus une goutte de pétrole, ni un centime du Venezuela pour Cuba ». Zéro. Eh bien, s'ils n'ont pas compris le mot « zéro », faites un accord avant qu'il ne soit trop tard. Et bientôt, il sera trop tard. Trump a imposé de nouvelles sanctions. Il l'a annoncé, l'état d'urgence national contre Cuba. Le soutien de la Russie, de la Chine, du Hamas et du Hezbollah a ramené Cuba sur la liste des sponsors du terrorisme. En mars 2026, lors du sommet Bouclier des Amériques, en Floride, Trump a parlé de Cuba. Elle vit ses derniers instants. Ils sont à bout de souffle, presque sans carburant, et une prise de contrôle amicale est possible, a-t-il dit. Il parlait d'un accord, bien sûr, amical ou non, peu importe. Ils sont en difficulté et sollicitent notre aide. Tout le monde veut un accord avec nous. Il est donc possible que ce soit le cas. Les États-Unis ont commencé à autoriser la vente directe de diesel américain et de produits pétroliers au secteur privé cubain. Un contournement de l'embargo. Pour renforcer la dépendance envers les États-Unis. Autrement dit, Cuba aussi est détaché de l'axe du mal. Eh bien, qui comprenait, vous savez, la Russie, la Chine, la Corée du Nord, le Venezuela, le Nicaragua, l'Iran. Qui d'autre ? Trump fait cela uniquement parce qu'il veut se faire bien voir par Poutine, parce qu'il est la marionnette de Poutine. Et il ne rêve que de servir son maître. Vous le comprendrez si vous écoutez la révélation suivante. Le fait qu'il ait l'air faible est maintenant évident. On lui pose directement la question. Monsieur le Président, allez-vous répondre d'une manière ou d'une autre à Poutine pour son mépris flagrant à votre égard ? Voilà, donc Poutine méprise ouvertement Trump parce qu'il a pris Cuba, le Venezuela, l'Iran, et non la France et l'Angleterre, l'énergie et l'environnement. Un niveau absolument record de production d'énergie a été atteint. Les centrales à charbon ont été maintenues pour soutenir la politique du charbon propre. Le boom des exportations d'énergie stimule la croissance économique. Un niveau record de production d'énergie et d'extraction de ressources énergétiques a été atteint aux États-Unis selon les données de NAMAR pour l'année 26. C'est vraiment une réalisation historique. L'économie et les emplois. Les États-Unis produisent compte des volumes records de pétrole, 13,6 millions de barils par jour. Le gaz naturel atteint également un niveau record, 109 à 120 milliards de pieds cubes par jour. Une croissance supplémentaire est attendue en 26, 27. Cela crée des centaines de milliers d'emplois. Au Texas, au Nouveau-Mexique, en Pennsylvanie, en Oklahoma. J'ai déjà mentionné que pendant la guerre, l'essence a augmenté de 15%. Dès que la guerre sera terminée, elle reviendra à des prix normaux. Maintenant, l'indépendance énergétique, elle est liée à la sécurité. Les États-Unis sont désormais premiers mondiaux pour l'extraction de pétrole et de gaz. Le plus grand exportateur de GNL, eh bien c'est du gaz naturel liquéfié, n'est-ce pas ? Ils battent main des records. 15 à 18 milliards de pieds cubes par jour en 2026. Cela limite la dépendance aux importations et offre des atouts géopolitiques. Hausse des impôts et redevances sur les investissements, y compris pour renforcer la réserve stratégique de pétrole. Même s'il faut en retirer une certaine quantité pour cette guerre en ce moment, Trump en rachètera immédiatement. Cela donne un avantage géopolitique, le contrôle de 20% du pétrole mondial. Cela influence le Venezuela, le Canada, le Guyana. Cela permet aux États-Unis d'influencer les prix mondiaux et d'éviter de fortes fluctuations, même en cas de guerre en Iran, dans le détroit d'Ormuz. Oui, les prix ont augmenté, mais ils auraient pu bondir. Donald Trump a fortement accru la production et l'exportation de gaz, pétrole et charbon, n'est-ce pas ? Cela prouve qu'il est totalement idiot. Si c'était quelqu'un d'intelligent, il n'aurait pas augmenté cela. Bien sûr, il faut dépendre de la Russie, de l'Iran et du Venezuela. Eh bien, et tous les autres pays producteurs de pétrole. Il faut aller les supplier, leur sourire. Voilà ce qui serait intelligent. Et ce que fait Trump, c'est bien sûr de l'idiotie absolue. Oui, il a vraiment dit n'importe quoi cette fois. Je suis d'accord. Vous écrivez avoir mal à la tête après ce discours. J'ai failli perdre la tête. Je ne pensais pas que cela durerait aussi longtemps ni serait si pénible. À un moment, j'ai commencé à me distraire et à lire les actualités pendant qu'il revenait sans cesse sur l'escalator, l'écran, le téléprompteur. À chaque fois, j'avais une démangeaison au cerveau. Je me disais, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est Trump qui parle. Boum, boum, boum. D'importantes réformes ont été menées dans la santé et au sein du gouvernement. Une réduction significative de la bureaucratie fédérale, une restructuration de l'armée, l'attraction de grands investissements. Les États-Unis ont mis en place un système des plus
Favorable, le principe de la nation la plus favorisée pour la fixation des prix des médicaments. Qu'est-ce que cela signifie ? Les Américains paient désormais pour de nombreux médicaments de marque un prix similaire à celui d'autres pays développés. Auparavant, nous payions 3 à 5 fois plus. En conséquence, les sociétés pharmaceutiques ont été obligées de baisser considérablement les prix. Les remises ont atteint des dizaines ou centaines de pourcents sur les médicaments populaires. Eh bien, le 12 mai 2025, Trump a signé un décret exigeant que le prix aux États-Unis corresponde aux prix les plus bas dans les pays ayant un PIB par habitant comparable. Il s'agit de l'Allemagne, la France, le Canada, le Japon, etc. Au départ, c'était volontaire. Il a envoyé des lettres aux 17 plus grandes entreprises pharmaceutiques en exigeant « soit vous baissez les prix vous-même, soit nous imposerons des règles strictes et des tarifs ». De septembre 2025 à février 2026, les géants pharmaceutiques, vous savez, Chadland, Pfizer, Eli Lilly, AstraZeneca, Merck, Amgen, Bristol Myers et d'autres. Au total, 16 entreprises ont conclu un accord avec la Maison-Blanche. En échange de la suppression des tarifs et de la pression régulière, les entreprises ont accepté d'appliquer de nouveaux prix réduits aux nouveaux médicaments à l'avenir et d'investir des milliards dans la production aux États-Unis. Laissez-moi vous donner des exemples pour que vous compreniez. Par exemple, Ozempic, disons oui pour le diabète, ou Wegovy contre l'obésité. Donc le prix est de 245 à 350 $ par mois, au lieu de 1000 $ par mois. C'est une réduction de 65 à 75%. Trulicity, c'est Eli Lilly. Donc 389 au lieu des mêmes mâles, une réduction de 60%. Januvia contre le diabète, 100 $ au lieu de 330. Eliquis, c'est un anticoagulant, 346 au lieu de 800. Moi, mesdames et messieurs, j'achète ça tous les mois, donc je sais exactement combien ça coûtait avant. 800, maintenant ça coûte 346. Certains médicaments pour la fertilité ont des réductions allant jusqu'à 2000%, mais là c'est pour les bébés. Effet global. Des millions d'Américains payent. Des millions d'Américains payant plusieurs fois moins. Qu'est-ce que cela signifie ? Pour les Américains, cette humeur, c'est une énorme victoire. Les prix des médicaments de marque, donc sans générique, ont baissé. Les gens économisent d'environ des milliers de dollars par an. Donald Trump qualifie cela de plus grande victoire pour les patients dans l'histoire du système de santé américain. Pour les entreprises pharmaceutiques, il y a une pression. Moins de bénéfices aux États-Unis, mais la tranquillité sur les tarifs et des investissements locaux. Voilà la preuve de la bêtise de Donald Trump. Il aurait pu nous faire payer plus cher les médicaments et obtenir quelque chose en échange, mais il est stupide. Il a divisé les prix par 2 dans certains cas, par 10 dans d'autres, et même par 20 dans certains cas. Quel imbécile. Trump va simuler la victoire et prétendre avoir gagné là où ce n'est pas vrai. Lors de son deuxième mandat, Donald a considérablement renforcé l'OTAN en obtenant des alliés qu'ils augmentent leurs dépenses de défense jusqu'à 5% du PIB, c'est plus du double de l'objectif précédent de 2%. Lors du sommet de l'OTAN à La Haye, le 25 juin 2025, les dirigeants de l'Alliance ont accepté ce nouvel objectif pour 2035. Au moins 3,5% sont réservés à la défense, le reste à l'infrastructure et à la sécurité. En conséquence, les dépenses collectives de l'OTAN pourraient atteindre 2,4 billions, ce qui rend l'Alliance plus forte face aux menaces venant principalement de la Russie, du terrorisme et de la Chine. De la Russie avant tout. Seul un espion et une marionnette de Poutine pourraient demander à l'OTAN de devenir plus forte. Poutine a exigé que Trump le fasse. Trump, en tant que serviteur obéissant de la coopérative O0, a fait ce qu'on lui a ordonné. Quel idiot. Trump a clairement pris la direction d'une alliance, d'un rapprochement avec la Russie, d'une alliance avec la Russie. Lui et Poutine parlent le même langage. Lui et Poutine partagent les mêmes valeurs, la même vision du monde, où la loi du plus fort prévaut. Celui qui est le plus fort a raison. Lors de son premier mandat, de 2017 à 2021, Trump est devenu l'architecte des accords d'Abraham, une percée historique dans la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes. Eh bien, il est évident qu'il est complètement idiot, un imbécile, il ne comprend rien à rien. Ils ont donc inclus les Émirats, Bahreïn, le Soudan, le Maroc, ce qui a constitué la première étape depuis la Jordanie en 1994. Trump a servi de médiateur par l'intermédiaire de ses conseillers, contournant les questions palestiniennes et se concentrant sur la coopération économique, diplomatique et militaire.
En retour, le Maroc a obtenu la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Le Soudan a été retiré de la liste des États soutenant le terrorisme. Trump a qualifié cela d'aube d'un nouveau Moyen-Orient. Quel imbécile! Lors de son second mandat, les accords s'élargissent. En 2025, le Kazakhstan et le Somaliland se sont ajoutés, avec des projets concernant la Syrie, le Liban et l'Arabie saoudite. Mais franchement, cela prouve à quel point Trump est stupide, n'est-ce pas? Il aurait pu s'occuper de choses sérieuses, comme le dit Vladimir Vladimirovitch, faire du fric avec du fric. Et au lieu de ça, il se mêle de choses qui n'apporteront rien de bon ni à sa famille, ni à lui-même. Franchement, c'est un vrai incapable. En gros, Trump a conclu un accord officieux avec Poutine, qui se résume à ceci. Trump aidera le dictateur russe en Ukraine, c'est-à-dire qu'il fera en sorte que l'Ukraine ne reçoive pas d'aide américaine, et Poutine, en retour, aidera Trump à devenir président. Yakovina était assis sous la table et a tout entendu. Ou peut-être d'ailleurs pas sous la table, mais même allongé sous le lit. Qui sait, sous ce même lit où Trump emmenait des prostituées moscovites pour qu'elles y urinent. L'isolement de l'Iran est aussi un chapitre intéressant. Trump a isolé l'Iran grâce à une stratégie de pression maximale. Lors de son premier mandat, il s'est retiré de l'accord nucléaire, a imposé plus de 1500 sanctions sur les secteurs financiers, pétroliers et maritimes de l'Iran, ainsi que sur des entreprises étrangères, celles qui collaborent avec l'Iran. Cela a conduit à une crise économique en Iran. Mais cela a isolé les États-Unis de leurs alliés qui critiquaient cette approche. Trump a instauré une interdiction d'entrée pour les Iraniens et a renforcé la pression sur les alliés de l'Iran. Le 21 juin 2025, les États-Unis, sous la direction de Trump, ont frappé 3 sites nucléaires clés, Fordo, Natanz et Ispahan. Trump a affirmé que les attaques avaient totalement détruit les capacités nucléaires de l'Iran. Cela faisait partie de l'escalade après le refus de l'Iran de négocier. Cependant, en 2026, des signes de reprise sont apparus. Des images satellites montreront des réparations à Natanz et Fordo. Donald Trump a souligné que l'Iran avait repris ses activités et évoqué de nouvelles frappes. Cela différait des présidents précédents qui évitèrent les frappes directes sur les sites nucléaires. La guerre de Donald Trump contre l'Iran est différente de celle des 5 présidents précédents. Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush, Ronald Reagan. En se concentrant sur les frappes aériennes, les opérations spéciales et les cyberattaques sans troupes au sol afin d'éviter des guerres sans fin. Donald Trump a promis aucune nouvelle guerre, mais il a commencé la destruction du programme nucléaire et l'arrêt du soutien aux groupes proxy, le Hamas, le Hezbollah, etc. Comparé à George W. Bush, en Irak et en Afghanistan, il n'y a pas eu d'occupation. L'accent est mis sur des frappes ciblant la destruction des sites nucléaires et l'élimination du guide suprême. Cela a affaibli le régime plus rapidement qu'en Irak, où la guerre a duré des années et fait des milliers de victimes. Les prix de l'énergie ont augmenté, mais les États-Unis n'ont perdu aucun soldat lors des combats au sol. Comparé à Barack Obama, la Libye et la Syrie, Donald Trump utilise la force de manière plus agressive, sans ligne rouge. S'il dit « si tu fais ça, alors moi », et ensuite il ne fait rien. Chercher à changer de régime, et pas seulement à contenir, Barack Obama évitait les frappes directes contre l'Iran. Pour Barack Obama, l'Iran était quelque chose de plus proche, bien plus proche qu'Israël, disons. Comparé à Bill Clinton, qui a géré la Somalie, la Yougoslavie, en privilégiant une conclusion rapide plutôt que des missions prolongées. Avec Bush père et avec Ronald Reagan, le Golfe Persique, le Liban, une approche plus technologique avec des drones et des forces spéciales, en minimisant les risques. Donald Trump est le premier président à avoir pris au sérieux la menace iranienne. Tous les autres ne faisaient que parler. Si on considère que Donald Trump est un idiot, mais qu'il s'est avéré plus intelligent que les 5 présidents précédents, cela signifie que ces 5 présidents étaient beaux de parfaits imbéciles. Je ne sais pas ce que signifie « parfait imbécile ». Mais dans mon enfance, on utilisait cette insulte, et c'était sûrement quelque chose de très vexant. Donc, il y a des imbéciles qui ne sont pas parfaits, et cela, ça peut encore aller. Et puis, il y a les parfaits imbéciles, et là, c'est vraiment au-delà de tout. Ça me fait voir toute cette situation d'une autre manière, et pas seulement celle-ci. Le fait est que moi, bien sûr, nous ne sommes pas médecins, docteurs, mais selon un certain nombre de psychiatres qui observent ce que fait Trump, Trump est sans aucun doute fou. Le service Gallup, la cote de popularité de Trump n'est que de 36%, mais cela, c'était en se basant sur des critères standards. Mais qu'est-ce que le 47e lui-même voulait de son second mandat présidentiel ?
Je ne sais pas ce qui est évident pour Ryashkin, mais pour moi, une seule chose est évidente. C'est un âne stupide et prétentieux. Excusez-moi, chers ânes, de vous avoir comparé à Ryashkin, mais je dois dire qu'il a une bonne compagnie. Les mêmes ânes de Girnov et Kasparov à Portnikov, Schwetz, Shetelman et Yakovenko. Ne mentionnez pas son nom devant moi dans le noir. J'y ai pensé. Faisons un petit sondage, messieurs, justement. Répondez-moi dans les commentaires. Pensez-vous que ce Trump est un paon stupide, un raté qui ne comprend rien à rien? Ou bien toutes les personnes dont je vous ai montré les vidéos ne sont que des vendus, des haineux qui dégagent une odeur fraîche de merde? Je les en félicite d'ailleurs. Je pose la question sans affirmer quoi que ce soit. Qu'en pensez-vous? Il est temps de se dire au revoir. Pourtant, croyez-moi, j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter sur les actions stupides, vraiment stupides de Trump, qui pour une raison quelconque ont un impact incroyable sur nos vies, à vous et à moi. Je pense en fait que nous avons fait quelque chose de très bien dans une vie antérieure, puisque le Seigneur nous a donné Trump. Eh bien c'est tout. À la prochaine. Au revoir.